Donc merci à tous d'être là. On va parler de sens, de reliance et de résilience des territoires. Je m'appelle Éric Hidel, je suis pas un expert, je suis plutôt un observateur. Alors, un expert sans aile et un observateur pareil, c'est comme un oiseau, il n'a pas de ailes. Par contre, l'oiseau, il a deux ailes, pas d'oiseau. En fait, c'est pour qu'il n'y a pas de haine, en fait. Ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait pas de haine. C'est plutôt, on va plutôt mettre autre chose. Je pense que ça va avec. On va les pas si que ça. Moi, j'aime l'amour, mais avec le A de l'anarchie. Alors, justement, l'amour et le A de l'anarchie, on va parler de quelque chose qu'on a souvent entendu parler ces dernières années. Les phénomènes de crise, on attaque par le mauvais côté des choses, il faut en parler un peu malheureusement. Phénomène de crise. Crise, on en a parlé beaucoup depuis 30-40 ans, et il y a eu beaucoup de manifs. Moi j'aime bien les manifs. J'aime bien les manifs parce que déjà ça permet de se compter. Ça permet de se compter, 3 500 000 personnes, 3 Black Blocs, donc 4 officiellement, enfin 4 personnes officiellement, 3 Black Blocs, il y a quand même une nuance entre les deux. Moi j'aime bien les manifs et ça aborde pas mal de sujets différents. Donc des fois on parle de finances, et je vais avoir besoin de manifestants. Donc j'aurai besoin de 2 personnes qui viennent manifester avec moi. Avant d'aborder le sujet, un peu vite, excusez-moi, je n'ai pas trop l'habitude de la faire. Vous savez ce que c'est la spirale des 5 là-dessous là? Quelqu'un a une idée? Oui. Ça. Vous connaissez Denis Meadows, le rapport du Club de Rome en 72? Voilà, Denis et Donatella. Meadows et toute son équipe du MIT, en 72, on leur a demandé un rapport, le rapport du Club de Rome. Donc ils ont pris en fait, c'était comprendre les limites de la croissance. Donc ils ont pris à l'époque le plus gros ordinateur qu'ils avaient à disposition. Je ne pense pas que ça fasse autant de boulot qu'un Mac aujourd'hui, mais à l'époque c'était quand même ce qu'il y avait de mieux, on était au MIT quand même. Et ils ont fait cette prospective sur ces limites à la croissance. Donc on est en 72, et ils ont étudié au niveau des ressources, au niveau de la nourriture, de la production de services en orange, la population, la production industrielle en bordeaux et la pollution en violet. Ça a été présenté au Club de Rome, donc on sait qu'il y a des limites à la croissance, puisqu'en fait on s'aperçoit que les courbes elles prennent toute une sorte de forme de cloche comme ça, et qu'à un moment ça redescend dans le mauvais sens. Bon, je trouve qu'on est un peu en milieu, on est déjà là. Donc ça peut faire peur. En 2010, ces courbes ont été réactualisées. C'est-à-dire qu'ils ont réactualisé pour la période 1972 jusqu'à 2010. Donc les courbes en pointillés, c'était les courbes qu'avait prévu le rapport de 72. Et en plein, très plein, c'est la réalité des choses. Donc on voit que ça suit quand même pas trop mal. Donc il y a quand même problème. Il y a quand même problème parce qu'on s'aperçoit que toutes ces courbes s'inversent plus ou moins rapidement autour de 2020-2030. Et on y est. Donc on nous parle de crise, on vit des crises tout le temps, on nous maintient sous cloche, ça fait exprès aussi. Et tout ça, on y est. Donc on s'aperçoit que la population, en fait, elle arrive à un déclin avant 2030, quoi, ça commence à décliner. Donc c'est ça le rapport du Club de Rome de 2012. Et c'est important de le connaître, notamment on ne va pas aborder tous les sujets qui sont compliqués et qui sont... je vais en aborder 2 parce que je les connais plutôt bien. Mais revenons à nos manifs, et donc on a des manifs sur les crises financières. Alors comme je ne voulais pas vous faire un topo sur toutes les crises financières, je vais vous faire un truc rigolo, j'ai besoin de 2 manifestants. Qui c'est de manifestants tente. Allez. Oh, je le fais tout seul, après. Voilà.
Donc j'ai fait un petit melting pot de ce qu'on peut trouver au niveau des crises financières. Alto terroriste! Plus que l'impôt sur les Rejoignez-nous! eaux. Rejoignez-nous pour manifester! Donnez-nous des sous. Ils sont pas mal, hein? Pas mal, hein? Manifeste bien. Bah, puisque vous êtes là, vous allez repasser à une autre crise. Ah, ça fait partie des conférences gesticulées. Alors, Jean et Théo. On va manifester ou? Non, mais on va parler. Il y en a d'autres. D'autres manifestants? Posez. Alors, moi, vous vouliez faire un groupe de manifestants, parce qu'on a manifesté pour beaucoup de choses. Pour quel résultat? Justement, on va parler. Présentation. Donc, crise sociale. Allez, manifester. On défile alors. Ni Dieu ni maître. Veuillez laisser l'État dans les toilettes où vous l'avez trouvé. C'est une manifestation suisse. C'est extrait de vrai Tous ces trucs, c'est des extraits de vraies manifestations. Hein. Et d'ailleurs, le t-shirt, je ne l'ai pas mis pour rien, parce qu'on parle d'amour aussi, mais parce que c'est qu'Alune a écrit une chanson où j'ai récupéré, il a fait une chanson qui fait 13 minutes, où la chanson est basée que sur des slogans de manifestation. Tu Et veux j'ai récupéré. c'est ça? Non, mais je ne l'ai pas donné encore. Il a fait ça, une manifestation improvisée. C'est l'anarchiste, c'est ça. Alors, on passe maintenant dans le sanitaire. Ah si. Suivant. Qui veut manifester? Venez manifester avec moi. Les princesses n'ont pas besoin d'être sauvées, l'hôpital, si. Aujourd'hui les gestes barrières, demain les gestes barricades. Ok. Crise énergétique. Alors là, je vous fais un petit topo. Parce que ce petit topo, il est important parce que la crise énergétique, c'est... Est-ce que vous avez entendu parler du pic de pétrole? Oui. Qui a déjà entendu parler de ça? Ah, c'est bien. Enfin, ça ne va pas durer longtemps. Donc moi, ce qui se passe, c'est que dans ma vie précédente, j'étais pilote d'hélico. Et un hélico, ça consomme beaucoup. Et donc en 2007, j'entends parler du pic de pétrole. Je ne sais pas ce que c'est. Je commence à m'intéresser à ça et je me dis, waouh, quelque part, on est mal. Ça va mal finir. Et donc, je voulais vous faire un peu part de ça. Parce que c'était pour moi, c'est une conférence gesticulée qui m'a fait changer de vie. C'était une conférence sur la fin du pétrole, FIM, du pétrole. Et quand j'ai vu cette conférence, franchement, je suis un peu tombé de mon siège. Moi, j'étais un gros grand capitaliste avec mon hélico, enfin, c'est pas mon hélico, je suis employé, hein, mais quelque part, je suis tombé de mon siège quand même. C'était en 2007. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le pic de pétrole pour ceux qui ne savent pas. Le pic de pétrole, c'est en fait, ça a été théorisé par un Américain qui était géologue dans une industrie pétrolière qui s'appelait Marion King Hubbert, qui a fait une étude sur la production d'un puits, d'un champ pétrolifère. Donc, quand on met en production un champ, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment de latence, il ne se passe rien, on commence à installer, on commence à pomper, et on pompe, et au bout de quelques temps, ça peut être des années parfois, on arrive à un plateau. Et ce plateau, au bout d'un moment, il y a la production décroît. Ça semble logique jusque-là. Donc il a fait cette étude-là sur... d'abord, il était aux États-Unis, donc il l'a fait sur l'ensemble des gisements pétroliers des États-Unis. Et donc il est arrivé à ce pic, si on fait le total de tous les gisements pétroliers, on arrive à une courbe en cloche, comme ça. Et là, c'est le pic global qui peut être étudié pour chaque pays, mais qui peut être étudié pour le monde entier, pays par pays. D'ailleurs, ce sera la scène d'après. Mais ce qui se passe, le problème, c'est pas tant la fin du pétrole qui pose un problème. C'est vraiment ce pic-là. Parce que quand on en est là, en fait, on se dit, il en reste autant qu'on a consommé. On a consommé ça, il en reste la moitié.
Sauf que là, si la demande continue de croître et que la production diminue, et ben on se trouve à un moment où il va y avoir une disparité, la demande continue de monter, la production diminue, et on va avoir un écart tellement important qu'il va y avoir une explosion des prix ou on ne sait quoi, les énergétiques. Donc quand il a mis ça quand il a développé ça dans les années 50, il en a parlé, tout ça, il avait prédit le pic pétrolier des pétroles conventionnels aux États-Unis en 1970. C'était un peu reculé, ça s'est réellement passé, je parle des pétroles conventionnels, en 72. Et il a calculé ça à l'époque, quand il a dit ça dans les années 50, on s'est foutu de sa gueule. Personne n'y croyait. Les États-Unis étaient quand même un des plus gros producteurs mondiaux à l'époque, personne n'y croyait. Et ça s'est réellement passé en 72, et il a fait cette prospective-là sur le monde entier, et au niveau des pétroles conventionnels, on est arrivé à... Il avait prévu ça pour... Conventionnel. Conventionnel, c'est les pétroles liquides, ceux qui sont les plus faciles à retirer. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a commencé l'extraction du pétrole au début du siècle dernier, même à la fin du siècle d'avant, on avait à peu près ce qu'on appelle un TRO, l'IROI en anglais, taux de rendement énergétique, TRE, pardon, taux de rendement énergétique. On avait un rendement énergétique, on mettait à peu près en énergie l'équivalent d'un baril de pétrole pour en retirer 100. Donc c'était super facile, c'était du pétrole fait du giclée. Au fur et à mesure du temps, dans les années 40, on est passé de 1 à 20, et au fur et à mesure du temps, ça a décliné de plus en plus. Il se trouve qu'en plus, on a un pic de découverte par rapport à la production. Là. En général, ce temps-là, il est quand même assez significatif. Entre le moment où on découvre un champ et le moment où on le met en exploitation, il se passe de 20 à 30 ans. Donc le pic des découvertes, à l'heure actuelle, on le sait, il est en 1980, entre 70 et 80. D'accord ? Donc, là, on sait que de toute manière, le pétrole, ça va être une denrée qui va devenir complètement disparate. On ne sait pas comment on va y accéder de plus en plus, ça va être compliqué. Et le taux de rendement énergétique, le problème, c'est qu'il diminue au fur et à mesure du temps. Donc, le pic pétrolier global a été prévu au début des années 2000. En fait, pas global, pardon, conventionnel, les pétroles liquides. En fait, il est réellement eu lieu en 2006. L'Agence internationale de l'énergie a accepté de dire que c'était réellement arrivé en 2006. Sauf qu'entre-temps, on est parti sur des pétroles non conventionnels, c'est-à-dire les gaz de schiste, les sables bitumineux, l'offshore non profonde. Maintenant, on va forer en Arctique. Donc, on a réussi un petit peu à contrebalancer ce pic pétrolier qui était censé chuter en 2006. Là, où la disparition entre l'offre et la demande aurait été importante. Et le nouveau pic pétrolier, le pic de tous les pétroles, est plus ou moins établi entre 2015 et 2025. Et ce qui se passe, c'est que sur ces 10 ans, 2015-2025, on arrive à un plateau en forme de ton lot du lait. Donc en fait, un coup le pétrole est cher, un coup il est pas cher, un coup il est cher, un coup il est pas cher, et à un moment, on va avoir beaucoup moins de production, et là, il va exploser. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Personne n'est vraiment capable de le dire, mais s'il y a une telle disparité, il est bien probable que ce soit les prix, ce sera plus abordable à la pompe, soit ce sera réservé, ou soit il y aura une certaine élite. Du coup, si les prix ne sont pas abordables, c'est ce qui va se passer. Soit il y aura un rationnement, on ne sait pas trop. Et à l'heure actuelle, il faut savoir que le monde vit sur ces énergies fossiles liées au pétrole, c'est 80 à 90% des énergies globales. Donc on n'a pas de solution de changement qui puisse compenser ça. Donc pour moi, c'est important d'en parler parce que c'est ce qui, moi, m'a fait changer de vie. Et là, on a la courbe production de pétrole brut des 16 principaux pays fournisseurs au monde. Donc on voit ici, si je mets mes lunettes, je verrai mieux. On est en 73, c'est les crises qu'il y a eu en 73, en 75, en 78, on ne rappelle plus comment la deuxième, où la production a chuté. On a continué un petit peu à continuer de monter parce que là, on a rajouté, en fait,
le rouge, là, le cadmium, tout ça, c'est les pétroles non conventionnels. Donc on continue de faire monter la production. Là, c'est le Covid. Donc vous voyez, on a beaucoup moins consommé. Donc on a moins besoin de produire. On repart là-dessus, et là, bah, il est prévu que ça... Donc comment on fait? Donc c'est pour ça qu'ils nous vendent ils veulent qu'on s'achète des bagnoles électriques, ils parlent de nucléaire, ils parlent de tout ça. On n'a pas de solution. Donc le réveil risque d'être douloureux d'ici quelques années. Par contre, c'est vrai que maintenant, ils arrivent tellement à mettre des bouts de scotch partout, des pansements, ils arrivent tellement à maintenir les ficelles, que franchement, moi je pensais dans les années 2000, pour 2010, quand j'ai appris le pic de pétrole, je le voyais dans les années qui viennent, puis finalement, ça fait déjà 10 ans que j'en parle. Donc peut-être que là, je dis une connerie, hein, c'est possible. C'est possible. Néanmoins, il faut quand même, on va passer à la suite, néanmoins, il faut quand même sur les énergies des manifestants, là, Sur les mêmes? bah ouais, S'il vous plaît, venez avec nous. 3,5 millions sur 70 millions, c'est forcément sur un problème. Je suis presque une fille fossile. Préparez-vous du bol, il y a bientôt plus de pétrole. Donc voilà pour la crise énergétique, je voulais vous donner ce petit point-là parce que personnellement c'est ce qui m'a fait changer de vie. Parce que maintenant je sais pas ce que vous avez dit d'ailleurs, hein, je suis formateur en permaculture et on va aborder l'idée de la permaculture juste après. Continuons sur nos manifs. Gestion de l'eau, prise de l'eau. Donc on ne va pas aborder le sujet. J'ai fait une conférence l'année dernière en bas sur la gestion de l'eau. Parce que c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup aussi. Mais on va continuer dans nos manifs. Allez, deux manifestants. Toilette sèche, 20 euros. Je peux le faire, c'est pas stupide. Alors vraiment, la planète, nos chattes, protégeons les zones humides. Vraiment chouette. Ce sont des vrais panneaux. Des vrais panneaux. On continue. Notre chatte. On continue la crise de l'eau, la crise alimentaire. Crise alimentaire, bah, tout ça, vous avez rappelé le club de Rome, là, on risque plus d'énergie, ça risque d'être compliqué. Allez, deux manifestants. Monsieur, à l'autre. Pour eux, des couilles en or, pour nous, des nouilles encore. Oh, génial. C'est pas Loi travail, famine, patrie. Oh, génial. C'est des vrais panneaux, moi, franchement, quand je vois l'imagination, je me dis, rien que ça me fait. J'aime aller des fois dans les manifs, je ne vais pas souvent, mais j'y vais parfois parce que quand je vois les panneaux qu'il y a, c'est hallucinant. Et bien sûr, toutes ces crises précédentes, on arrive à peut-être la plus importante et malheureusement celle qui n'est peut-être pas forcément vraiment prise en compte. Et il faut encore deux manifestants parce qu'on va en parler. Voilà. Le plastique dans les Kardashians, pas dans les océans. Pour un peu d'argent, il tuerait terre et mer. Voilà. Et moi, en fait, voilà. Moi, en fait, ce que je veux, c'est, moi, je veux plutôt voir les tropicaux. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Et du coup, on va aborder le sujet de la permaculture. Bien pensé. Alors, la permaculture. Donc, forcément, si on veut arriver sur la résilience, je pense que la permaculture est un peu un point clé. Parce que si je vous la fais court, en une phrase, la permaculture, c'est quoi? C'est un système de conception qu'on appelle le design, en anglais, parce que ça vient des Australiens, qui répond à tous les besoins de l'humanité d'une manière qui soit également profitable à l'environnement. Voilà, si
Si je vous la fais courte, c'est ça la permaculture, mais en fait on va développer un peu ça parce que c'est important quand même pour la suite. Alors, Avant, c'était le travail. Ça commence par le travail. Oui. Hop là. Il y a des choses, hein? Ouais. Alors, je vous ai fait ce qu'on appelle la fleur de la permaculture. Parce que souvent, la permaculture, c'est considéré comme une méthode de jardinage. Oh, c'est gesticulé, hein, c'est pas au point. Voilà. Ouais, pas terrible. Non, ça va mieux de l'autre côté. Ouais. Alors, voilà. C'est bon, non? Ouais. Alors, la permaculture, voilà, les trois quarts des gens, c'est une méthode de jardinage. Et en fait, c'est pas ça du tout. La permaculture, c'est en fait tout ça. Donc, on a ça, c'est la fleur de la permaculture, avec ce qu'on y voit au milieu, donc on part du centre, du cœur de la fleur, et on y voit une éthique, des principes, du design. Et d'abord, la permaculture, c'est d'abord une éthique. C'est d'abord Une éthique. Donc l'éthique, c'est 3 points. Il y a des gens que je connais qui en ont fait avec moi, la permaculture. On va voir, je vais leur poser des questions. Non, je ne vais pas être comme ça. C'est d'abord une éthique en 3 points. Et une éthique qui marche partout et qui est vraiment intéressante parce qu'elle est simple à retenir. C'est prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager équitablement les surplus. Donc c'est facile à retenir, je trouve. C'est intéressant parce que du coup, vous pouvez l'appliquer facilement. Et dans la mesure où vous faites ça dans vos vies, peut-être que vous faites de la permaculture sans le savoir. Parce qu'il y a plein de métiers, puisqu'en fait, si vous regardez cette fleur, chaque pétale correspond à des secteurs d'activité de la permaculture. Peut-être d'ailleurs, je vais changer le t-shirt dans le ton. Donc la permaculture, c'est vraiment une éthique très très forte. Ça, c'est le t-shirt, le dessin là, ça a été créé par Bill Mollison, donc c'est l'un des initiateurs de la permaculture, ils étaient 2. C'est un Australien, donc ça a été fait dans la fin des années 70. Et donc lui, il était avec son élève qui était David Holmgren et Bill Mollison, lui était biologiste et il était prof en université et David Holmgren était son élève. Et le premier bouquin qui est sorti à la fin des années 70, Permaculture One, ça constituait la thèse de son élève. Bon, c'était un peu le bazar, hein, ce premier bouquin, il n'était quand même pas fabuleux à lire, un peu cher. Mais ça mérite d'avoir quand même fait des émules. Ils sont restés là-bas. Derrière le tableau. Ça a fait des émules. Et ce que je trouve important dans cette éthique, c'est le sens que ça donne. Ça va redonner du sens, ça donne une morale et ça va apporter pas mal de choses. Alors, il y a eu des traductions qui ne sont pas forcément bonnes. Je lisais récemment un livre d'une personne qui retraduisait en français les 3 points de l'éthique de la permaculture. Parce que en anglais, c'était Earth Care. Human Care, et puis j'ai quitté le mention plus, c'était. Pardon, Fair Share. Voilà, Fair Share.
Et en fait, ça a été retraduit d'une manière un petit peu moins, pas forte, mais de dire prendre soin de la Terre, ça implique un petit peu de passer à l'action. On n'est pas tous obligés de passer à l'action. Donc c'est un petit peu violent comme traduction, et je trouvais que la traduction qui a été émise par une autre personne, c'était d'ailleurs un conspirationniste connu, qui est médecin à Marseille pendant le Covid, pas le professeur pas Raoult, son nom, celui qui était anesthésiste, je m'en rappelle. Louis Féchou. Louis Féchou, voilà, c'est tous les mêmes complotistes que moi. Il a traduit ça, lui, il est étonnant ce garçon parce qu'il parle de permaculture humaine, hein. C'est un peu là-dessus qu'on va aller après pour expliquer le sens et tout ça et la résilience. Et en fait, lui, il traduit ça plutôt par prêter attention à la Terre, prêter attention à l'humain, et puis partager équitablement les surplus, ça c'est intéressant. Mais prêter attention, c'est un peu moins fort, mais ça veut dire qu'on y fait quand même attention, ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'action. Mais c'est important. Donc ça va redonner du sens, et c'est ce qu'on veut faire. Et Mollison avait une phrase qui a fait ce logo là, il disait, un des deux concepteurs de la permaculture, il disait, alors que les problèmes du monde sont de plus en plus complexes, les solutions sont honteusement simples. Donc qu'est-ce qu'on y voit également? On y voit des principes. On ne va pas tous les aborder. Ces principes en permaculture sont universels. Pourquoi ils sont universels? Parce que quand vous les appliquez, eh ben, ça marche partout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des principes qui marchent quelle que soit la latitude, quelle que soit l'altitude où vous êtes, quelle que soit, que ce soit de la permaculture humaine ou que ce soit de la permaculture de terrain. C'est pour ça qu'on les dit universels, en fait. En fait, c'est Mollison et David Holmgren, surtout Mollison d'ailleurs, a été se balader un petit peu dans le monde pour rencontrer les peuples premiers et voir comment ils arrivaient à s'en sortir au niveau de leur environnement, parce qu'en fait, ils n'impactent pas leur environnement, ils ne créent pas de déchets, ils vivent à leur manière, bien entendu, on n'a pas tous envie forcément de vivre de la même manière qu'eux, mais en tout cas, ça a permis de sortir des principes universels. Et quand on étudie ces principes, quand on fait un stage de permaculture, on rentre un peu dans le détail de ces principes pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on devrait faire et quelles seraient un petit peu les clés universelles pour y arriver. Et ça, c'est vachement important parce que ça marche et ça a été expérimenté maintes et maintes fois, ça fonctionne. Donc il y en a à peu près 25 qui ont été définis par Mollison et Holmgren, c'est pas exhaustif, hein, il pourrait y en avoir de nouveaux qui viendraient, mais en gros, jusqu'à présent, ça marche assez bien. Par exemple, il y en a un qui dit observer et interagir. Donc moi, quand je disais je suis un observateur, je dis je ne veux pas être un expert. Je suis vraiment quelqu'un qui observe les choses et qui prend du recul par rapport à ça pour arriver à comprendre peut-être les choses. Un autre dirait aller dans le sens du vivant plutôt que contre. Tout ça, ça paraît très simple et très évident. Mais si on ne l'applique pas, des fois on fait un peu l'inverse de tout ça et ça ne marche pas. Et après on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Et donc pour réinventer notre territoire, il va falloir le faire ensemble. Parce que c'est nécessaire et ce sera plus facile. Donc il y a un des principes qui dit intégrer déjà plutôt que séparer. Donc vous voyez, intégrer plutôt que séparer, ça peut marcher sur le terrain, mais ça peut marcher sur l'humain et le social. Pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on y voit encore là-dessus? On y voit une spirale. Et ça, la spirale, ça fait partie des... Comme le cercle, le cycle, ça fait partie de ce qu'on appelle les patterns en permaculture. C'est un mot français, pattern, souvent utilisé en anglais, mais c'est plutôt, on va dire, ce sont les motifs de la nature, les schémas de fonctionnement de la nature. C'est ça ce que sont les patterns. Et en fait, on se rend compte que nous, humains, on est tellement petits, tellement insignifiants, qu'on a tout intérêt à s'inspirer grandement de cette nature, parce qu'elle fait des patterns, elle met en place des schémas de fonctionnement, que si, des fois, même si on ne les comprend pas, on peut quand même essayer de faire un peu pareil, on peut tenter d'imiter, on ne sait pas toujours pourquoi, mais il y en a, souvent, on sait pourquoi ça existe. Les spirales qui s'écartent façon escargot, ça a un intérêt, c'est qu'en fait, l'animal peut se développer, par exemple, il n'y a pas que les escargots, il y a les galaxies aussi, il y a tout ça,
mais la spirale qui se développe de façon Fibonacci, ceux qui connaissent, peu importe, on ne va pas parler dessus. C'est les spirales qui ne sont pas comme celle-là, qui sont avec le même écartement, c'est les spirales qui se développent de plus en plus larges, selon les calculs de Fibonacci. Et en fait, cette spirale, elle permet d'avoir un développement de l'animal qui lui permet de grandir en gardant la même taille. Enfin, la même taille. D'avoir une taille qui grossit, mais la même forme. Vous voyez ? Et ça, la nature, elle fait ça très bien, et on a tout intérêt à s'inspirer de ça. Et les spirales, on va y revenir, parce que ça va être le sujet de la suite. Et les pétales, ben, ça pourrait définir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. L'idée, ce serait déjà de faire les choses ensemble. Et les pétales vont nous permettre de comprendre et de se dire, tiens, ben, ça parle de gouvernance. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du foncier et de la gouvernance à la fois, ça veut dire qu'on fait du foncier et de la gouvernance à part. On a vu ça. On peut parler de santé, bien-être. Moi, j'en connais qui font du bien-être et de la santé, qui peut-être font de la permaculture sans le savoir. Donc c'est un peu un mot valise, je le reconnais. C'est un peu un mot valise, mais il faut comprendre que derrière ça, il y a une méthode de conception. On appelle le design. D'accord ? Donc les pétales, c'est quoi faire ensemble. Et en fait, cette vision, cette observation qu'on va avoir de la nature, on va parler de vision holistique, qui est différente de la vision systémique. Et en fait, le holistique, il y en a qui connaissent le mot déjà ou... Ouais. Okay. Vous savez quelle est l'origine du mot? Ça vient de holo, holos. Holos, c'est pas bolos. Hein. Bolos en anglais, ce serait bolos, boloré, boloré, c'est pas ça. Non, je dis n'importe quoi. Holon, ça vient de holos, ça veut dire c'est à la fois un tout et une partie. Et donc cette vision holistique, à la différence d'une vision systémique, cette vision holistique permet de prendre en considération, enfin de tenter de comprendre que tout est interconnecté. Quand vous faites de la systémique, vous bossez sur un système. Par exemple, vous êtes cardiologue, vous faites de la systémique sur le système cardiaque. Faire de la holistique, c'est à la fois prendre en compte l'atome, la molécule, la cellule, et puis tout ce qui va avec. Et le holon, ça a été un mot qui a été inventé par un philosophe romancier en 1968, qui s'appelait Arthur Koestler, qui a écrit un bouquin qui s'appelait Le cheval dans la locomotive. Et il avait fait deux observations. Que l'évolution des systèmes simples vers des systèmes plus complexes est plus rapide s'il y a l'existence d'états intermédiaires stables. Donc, vous comprenez un petit peu le processus. Donc, nous, on est fait d'atomes qui constituent des molécules, qui font des cellules, qui constituent des organes, qui constituent un système, le cœur, le système cardiaque, l'homme, le groupe social, le territoire, la planète, l'univers, l'multivers, enfin bref, on avait compris. Et en plus, il est plus facile d'identifier des sous-ensembles ou des parties, mais ces sous-ensembles ou parties n'existent nulle part au sens absolu. Enfin bref, laissez tomber. Par contre, il y a aussi, ce qui est important, c'est qu'un holon, il est influencé, et il influence des systèmes plus grands et plus petits. Il faut que pour que ça fonctionne, il faut que la circulation, l'information passe dans les deux sens. D'accord ? Et donc ce mot holon, il va servir à... Enfin, il a créé des mots qu'on connaît, holarchie, holisme, holistique et holo. On ne les connaît pas tout ça. Dans ce qui concerne, on connaît pas. Ouais, c'est un peu normal. Mais maintenant, vous les connaîtrez, vous êtes venus là pour ça. Donc voilà, en fait, le holon, en fait, dans l'univers, c'est là où on va parler un peu aujourd'hui, un peu de gouvernance. Parce que dans l'univers, sur la planète, il n'y a pas de système hiérarchique en place. Tout fonctionne de façon holarchie. Il n'y a pas un chef qui décide pour les autres. Il n'y a pas un arbre plus grand qui dit là, il fait trop chaud,
perdez vos feuilles, autrement on ne va pas supporter le choc. Ça se fait parce que les choses communiquent, on ne sait pas encore trop comment, mais ça se fait bien et ça marche. Et nous, petits humains, on n'a pas tout compris. Donc, pour parler de résilience de territoire, on va aussi parler de reliance, donc se relier. D'accord ? Et je vais reprendre un peu l'idée de la spirale, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui a été étudié, ce qu'on appelle la spirale dynamique. En fait, c'est l'évolution du système d'une forme en spirale, mais d'une manière dynamique. Et en fait, ça va nous permettre de comprendre les hommes, comment ils s'organisent et pourquoi ils changent. Donc cette reliance va être essentiellement liée aux conditions de l'existence de l'époque. Il y en a qui connaissent la spirale dynamique ? Ah, vous n'êtes pas venu pour rien. Donc la spirale dynamique, c'est un prof d'université encore qui s'appelait Clare Graves. Clark, ça s'écrit. Graves aux États-Unis, c'est fin des années. Il est mort en 86, mais c'était dans les fins des années 50. Il était un professeur de psychologie à l'université de New York. Il a fait une étude avec un peu plus d'1 millier d'étudiants. Il n'a pas écrit de bouquin, mais c'est 2 autres personnes qui ont écrit le bouquin pour lui après. Et en fait, son constat, c'est que la conscience évolue par des stades en fonction des réalités de l'existence du moment. Et ça fonctionne aussi bien au niveau des groupes sociaux que de l'individu. Donc, je vais faire petite démonstration de tout ça, et aussi pour comprendre pourquoi, à l'heure actuelle, avec l'urgence climatique qu'on a vue, pourquoi on ne réagit toujours pas. C'est un peu l'idée, c'est pourquoi ça ne réagit pas. Alors, on va commencer à dérouler. Je vais ramener donc du coup aussi, sur cette démonstration, je vais ramener aussi l'idée de où est le sens. Je rajoute ça parce qu'en fait, on s'aperçoit que ces stades d'évolution humaine sont dépendants de notre cerveau, des neurosciences. Maintenant, on arrive à comprendre pourquoi on ne réagit toujours pas. Et ça, c'est lié au fait qu'on a un cerveau qui est encore préhistorique. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc, on commence. On est à... il va falloir dérouler cette ficelle petit à petit. Donc, vous allez vous la passer autour, là, et puis ça va faire un tour de la pièce, il y a à peu près 20 mètres. On va parler, je déroule pas tout de suite, voilà. Donc là, on part à 200 000 ans, moins 200 000 ans. On va parler d'Homo sapiens, mais il faut dire que les hominidés sont là depuis à peu près 7 millions d'années. Bon, la planète a 4 milliards et demi d'années. Les hominidés sont là depuis à peu près 7 millions d'années. On est descendu de l'arbre il y a à peu près 3,5 millions. On se met debout. Pendant 3 500 000 ans, on est seul, plus ou moins seul, dans des tout petits clans, la plupart du temps inférieurs à 12 personnes. Et nous, on va s'intéresser, donc on a depuis moins 3,5 millions jusqu'à déjà moins 200 000 ans, on a déjà navigué vachement seul dans la nature. Mais ça pose des problèmes, c'est qu'on est dans un stade de survie, stade instinctif beige. Ils ont mis des couleurs, parce qu'en fait, pourquoi beige? Parce qu'à l'époque, on était plus ou moins dans la savane africaine, on était encore un peu des primates, et on était vraiment dans la survie. D'accord? Donc au niveau de la sociogénèse, c'est le niveau social de l'époque, à cette époque-là, on est plutôt centré sur l'individu, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment encore dans des clans très costauds, donc on s'entraîne un petit peu, mais on est souvent seul. Donc la survie de l'époque, c'est manger, boire, respirer bien sûr, se mettre à l'abri, avoir chaud, avoir
froid quand il fait chaud et il fait chaud quand il fait froid. C'est vraiment la recherche des satisfactions des besoins physiologiques et de la sécurité. On n'a aucune conscience d'un soi global à l'époque, ni d'appartenance sociale. On se débrouille comme on peut, l'existence c'est rester en vie. Okay. Donc en fait, il n'y a pas de hiérarchie significative, pas de division du travail, on en est un peu là, les communautés ne sont pas établies, des petits groupes, je vous dis quelques douzaines, c'est ce qu'on appelle un peu des hordes. Il y a un peu une notion de parentalité éventuellement, mais on est beaucoup sous forme de hordes. Au niveau du stade humain, ce qu'on appelle la psychogénèse, donc le groupe social c'est la sociogénèse, le stade humain c'est la psychogénèse. Au niveau de la psychogénèse, ça correspondrait un petit peu au nourrisson. Donc Claire Grace a fait ce travail aussi pour remettre ça au niveau de l'individu. Donc ça dépendra au niveau du nourrisson, c'est-à-dire qu'il est pareil, il veut manger, boire, dormir, être en sécurité, mais il n'a pas notion de ce qui se passe réellement autour de lui. Et au niveau des neurosciences, alors ça c'est quelque chose que j'ai ramené en plus de la spirale dynamique parce que je trouve que c'est intéressant. C'était étudié par un mec qui s'appelle Stéphane Boller, qui est neuroscientifique et qui a écrit un livre qui s'appelle Où est le sens? Et en fait, on a deux parties du cerveau qui s'appellent le striatum et le cortex singulaire antérieur. Et il faut savoir qu'il y a 3 millions d'années et demie, on avait pratiquement cette partie-là du cerveau. Ça n'existait pas encore. Ça se développe petit à petit. Mais qu'en fait, ce striatum, il va répondre à des besoins. C'est celui qui sécrète la dopamine. D'accord? Donc, quand vous mangez, sécrétion de dopamine, ça répond en quoi 5 critères. Mais à l'époque, c'était que 3 qui étaient vraiment la nourriture, le sexe et l'information. Pourquoi l'information? Parce que à l'époque, on est face au danger tout le temps. Donc on a besoin de recueillir le maximum d'infos si on veut survivre. C'est-à-dire quand vous êtes en pleine nature, qu'il y a un buisson qui bouge, il faut que votre cerveau soit capable de détecter si c'est le vent ou si c'est un prédateur. Donc, à l'heure actuelle, sur Terre, il y a très peu de gens qui sont encore à ce stade-là. Mais ça existe. Par exemple, on a les Jarawa, qui sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée, si je ne m'abuse. Ils ont développé ce qu'on appelle des agents, un système de détection d'agents qui est vraiment très sensible. Donc, ils sont capables de se dire, entre le vent et la prédation, qu'est-ce que c'est? Et le cerveau a fait en sorte de d'abord choisir la prédation plutôt que le vent. Parce que s'il choisissait le vent et que c'était un prédateur, il était mort. Donc il vaut mieux choisir la prédation et se barrer. Et les Jarawa, étonnamment, ils ont cette faculté, quand il y a eu le tsunami en 2004, là-bas dans les îles, là-bas, et qui est venu en Thaïlande, ils ont ressenti. Ils l'ont ressenti à l'avance. Donc ils ont ce système de détection d'infos qui est vraiment très développé par rapport à nous, humains, qui avons perdu un peu ça. Et ça leur a permis de détecter, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'avance. Donc, c'est qu'il faut faire gesticuler. Et ce que je vous disais, au niveau du striatum, donc lui, c'est le sécréteur de dopamine, avec les 5 pulsions primordiales, qui, dès que vous réussissez à avoir un peu de sexe, un peu de nourriture et un peu d'information, dopamine, vous êtes content, tout va bien. Par contre, au niveau du cortex singulaire antérieur, là, lui, il réagit plutôt à ce qui est... il déteste l'imprévisibilité, il déteste l'incertitude, il veut contrôler. Donc, à partir du moment où on ne contrôle pas, on est dans une époque qui est très difficile, on a de la prédation tout le temps, c'est très compliqué, quoi. On est dans la crainte perpétuelle. Donc, ça explique qu'à un moment, on va évoluer vers une autre façon de voir les choses, mais ce moment, il dure longtemps. Donc là, on va dérouler un peu le truc. Il dure de moins 3,5 millions, bon, on se base sur 200 000 ans, jusqu'à moins 70 000 ans.
Allez. Donc, pourquoi je vous mets la ficelle là, c'est pour vous expliquer que notre cerveau, il est vraiment préhistorique. Même actuellement. Parce que, vous verrez dans ce qui ne reste pas, dérouler, dérouler. Dérouler, dérouler. Faut y aller. Là, on est toujours à courir, voilà. Jusque-là, on arrive à moins 70 000 ans. Donc de moins 3,5 millions, 200 000 ans, vous voyez ce que je veux pas. On est pratiquement tout seul dans la savane, on est un peu perdu, on est un peu effrayé par tout ce qui se passe, on développe des sens qu'on a perdus maintenant. Et à moins 70 000 ans, ben, il se passe quelque chose, on finit par comprendre, c'est ce qu'ils appellent le stade violet. Pourquoi violet? C'est le stade magique, le stade animiste. C'est le stade où on se met en clan un peu plus grand, parce que c'est plus facile. Donc on va partager les tâches, et ça va être beaucoup plus facile à vivre. Donc on va passer à ce stade-là. Vous arrivez à lire, hein? Vous voulez jouer? Faites. Oui. Donc là, moins 200 000 à moins 110 000 ans avant Jésus-Christ, c'est le stade réactif belge, on est dans la survie, l'instinct. C'est à l'heure actuelle 0,1% de la population, ok, check. Parce qu'il est abrité, il a mangé. C'est des parentés, des clans de quelques douzaines d'individus, la compréhension de la complexité et de l'unité, la satisfaction des besoins physiologiques et de sécurité en premier. Au niveau du stade humain, ça correspond au nourrisson. Il n'y a pas de division de travail, pardon. Pas de hiérarchie significative. Et le slogan, on va dire, c'est manger quand on a faim. Là, le stade magique, violet, de moins 70 à moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. C'est l'animisme, les rituels, la spiritualité. Là, du coup, cette colonne-là, on va systématiquement passer d'un côté individualiste à un côté collectif. Et après, on va repasser à un côté individu. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, c'est le stade magique de moins 70 à moins 10 000, l'animisme, les rituels, la spiritualité. Donc, c'est des ordres tribaux de quelques centaines de personnes, l'autorité des anciens, le soi au centre de l'univers, l'appartenance pour survivre, pour la survie du groupe. Au niveau du stade humain, c'est le bébé jusqu'à 2-3 ans. Le présent, la mort n'est pas réelle, il y a peu d'abstraction, on commence, alors que là on n'avait pas vraiment de sens, en fait on subsistait, il n'y avait que la dopamine vous avez compris. Là, au niveau du cortex singulaire, on commence à y mettre du sens. On commence à y mettre du sens, c'est le sens cosmique. Et se protéger et contenter les esprits. Mais je dirais qu'on vit déjà plus agréablement parce que justement on retrouve un peu du sens. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est quoi les 5% de la population que ça représente? Alors, les 0,1% de tout à l'heure, au sens humain, celui du dessous, là, il y a donc les Jarawa, mais il n'y a pas que. Il y a aussi, si on prend au niveau du stade humain, il y aurait les réfugiés, les sans-abri et les gens qui sont un petit peu Alzheimer ou ce genre, enfin, sénilité avancée, quoi, qui malheureusement sont un petit peu à vouloir déjà remplir leurs besoins physiologiques principaux. Le reste ne compte pas. Là, au niveau des 5% de la population, c'est un petit peu tous les... Alors, il n'y a pas de stade, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est pas parce qu'il y a une hiérarchie sur le panneau là, que ça veut dire que ces stades-là sont inférieurs au sens moins bien. Parce que même nous, au niveau individuel, on revient parfois à certains stades. D'accord? On évolue, on est plus d'un stade que d'un autre, mais on fait le yo-yo entre les différents stades en fonction des événements de notre vie. D'accord? Et là, en fait, il n'y a pas de... ces gens qui sont là, c'est un peu les peuples premiers. D'accord? Donc ils ont 5% de la population à peu près au niveau mondial, ils ont pratiquement
pas de pouvoir. Au niveau alimentaire, on n'est encore pas dans l'agriculture, hein, c'est plutôt un nomadisme qui est encore obligatoire. Pourquoi? Parce qu'entre moins 70 000 et moins 10 000 ans, on est encore dans des périodes de glaciation où il y a peu de fertilité, où on n'a pas mis en place encore l'agriculture, donc on se déplace souvent un peu chez du nomadisme. Les éléments sont quand même extrêmes encore, hein, et il n'y a pas de fertilité. Et au niveau donc du cortex singulaire, ben, on est dans des groupes qui en général ont moins de 150 personnes. Pourquoi 150 personnes? Ça a été étudié. C'est qu'au-delà de 150 personnes, on peut croiser une personne en se demandant si on la connaît. Donc il y a ce côté, est-ce qu'il fait partie du groupe? Est-ce qu'il y a un danger ou pas? Donc jusqu'à 150 personnes, on est à peu près capable, pas forcément de faire un nom, mais de reconnaître les visages, se dire ouais, lui je le connais, c'est un copain, mais je connais le pathologique. Et c'est pendant tout ce stade de moins 70 000 à moins 10 000 où on se regroupe en ces groupes pas trop importants. Et ces stades évolutifs, en fait, pourquoi on passe d'un stade à l'autre? C'est parce que justement, au fur et à mesure, on va agrandir le groupe. Parce que la démographie va agrandir. Et donc, ça va poser, il va falloir changer de groupe, parce qu'autrement, dans les grandes cités qui vont se créer après, ça va poser un problème. Il va se passer d'autres choses. Donc là, on est bien dans le sens cosmique. Et au niveau du striatum, bah, on a à peu près les 5 pulsions primordiales qui sont assumées. Les 2 supplémentaires, c'est le statut social et laquelle on n'avait pas parlé encore, l'effort minimal. Pourquoi? Parce que les tâches sont partagées. Donc, et le statut social, bah, si on est chef de clan ou chaman ou ce genre de truc, bah, c'est plus facile à vivre. Voilà, mais en général, le groupe vit mieux. Okay. Continuer au groupe d'après, on peut dérouler un peu. Donc ce premier groupe, l'idée c'était de l'individuel au collectif, là. L'idée c'était de subsister. On est juste dans la subsistance, dans la survie, qu'on soit seul ou en groupe. Là maintenant, on passe à un groupe un peu plus récent, qui s'appelle le stade impulsif rouge. C'est un stade un peu égocentrique, on appelle aussi. Il est apparu il y a moins de 10 000 ans. Enfin, il y a à peu près 10 000 ans. Vous voyez, il reste tout en chaud, et voilà. Il apparaît, il déroule un peu. Vous pouvez repartir par là, hein. Vous pouvez repartir par là. Non, il va y avoir d'autres stades. Donc là, on repasse dans l'individu. On repasse dans la stade impulsif rouge, de moins 10 000 à moins 4 000 ans avant Jésus-Christ. Impulsif rouge, c'est l'égocentrisme, la puissance. C'est la naissance des proto-empires de plusieurs milliers de personnes dans des cités. Donc c'est un petit peu quand l'homme a quitté l'Afrique, il est venu se mettre au Moyen-Orient. Donc là, il commence à y avoir des grandes cités. Et là, on dépasse les 150 personnes. Et là, on a envie... Il y en a qui en ont un petit peu marre d'être en clan et qui se disent non, mais attends, moi je ne peux pas assumer tous mes désirs, j'ai envie d'être un peu le chef à la place du chef. Donc en gros, c'est à celui qui a le plus gros gourdin pour taper sur la trompeuse. Donc il veut exprimer le soi sans culpabilité pour satisfaire ses pulsions immédiates. Donc on commence à comprendre qu'on a une identité personnelle. Cette conscience-là, qui est différente, cette identité est différente de celle de la tribu. Donc on cherche un petit peu un statut héroïque, un statut de pouvoir, de gloire, au détriment de tout ce qui est empathie, altérité, et tout ça. Donc c'est la stratégie, la ruse, la loi du plus fort. Au niveau du jeune enfant, donc dans les communautés, ça existe encore, hein, c'est à peu près 15% de la population et 10% du pouvoir. Dans les communautés actuelles, ce serait un petit peu essentiellement basé en Afrique, au Moyen-Orient, notamment en Yémen, en Afghanistan, Tchétchénie, et aussi dans les banlieues, au niveau de la mafia et tout ça. Donc c'est celui qui a le plus gros gun, quoi. Je suis le chef. Donc, proto-empire de plusieurs milliers de personnes. Donc ça a quand même un avantage, c'est qu'avec un gun, vous pouvez faire la loi jusqu'à quelques milliers de personnes, à
après ça va être de plus en plus compliqué, qu'avant on était limité aux 150. Donc c'est plutôt ça les stades évolutifs. Hein. Je vous parlais, c'est qu'on change de dimension. C'est la fin du sens cosmique. L'expression de ces pulsions sans culpabilité, pouvoir du mythe, c'est au niveau du stade de psychogénèse, l'enfant de 2 à 4-5 ans. C'est là où il commence à dire non, même s'il s'en fout, mais non. Il commence à faire ses cris. Bref, c'est la soumission par la peur, la loi du plus fort, la prévisibilité. Donc je le veux, je le prends. C'est moi le chef, compris, on fait ce que je dis, parce que je tape très très fort. Oui, oui, oui. Alors, cette spirale évolutive, tout le monde n'adhère pas forcément. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, je ne veux rien prêcher du tout, je ne suis pas là pour vous dire c'est ça ou c'est pas ça. Hein. C'est ma vision des choses, je trouve qu'elle est intéressante. Après, vous en faites ce que vous voulez. Au niveau du cortex cellulaire, puisqu'on passe au niveau des groupes qui sont au-delà de 150 personnes, il y a une forte imprévisibilité là. Le cortex cellulaire, il n'aime pas ça du tout. On tombe un peu dans l'anonymat, puisqu'on est au-delà de 150. On a donc cette perte du sens cosmique. Et au niveau du striatum, on a besoin de beaucoup de dopamine pour compenser. Donc ça va être les 5 pulsions primordiales qu'on a vues. Donc c'est bien d'être proche du chef, parce que du coup on va un peu profiter de... Quand on est loin du chef, c'est un peu compliqué. Donc on passe au stade suivant, ça évolue. Donc, vous voyez, notre cerveau historique, il a quand même évolué depuis peu. Là, on change déjà de stade. Là, on est à moins 5000 ans, moins 4000, 5000. C'est ce qu'on appelle le stade normatif absolutiste. Alors, je ne vous ai pas dit rouge, pourquoi? Rouge. Le sang. Donc là, on passe au stade bleu, absolutiste, normatif, hiérarchique. Il est apparu il y a à peu près 4-5 000 ans avec l'avènement des grandes théocraties et des grandes civilisations, donc dans l'Égypte antique. C'est encore actuellement 35% de la population. Stade conformiste bleu, moins 4000 ans, 400 000 ans. La norme, l'absolu, la hiérarchie, l'ordre, la vérité. Les civilisations, les théocraties, les institutions, c'est plusieurs millions d'individus, donc c'est là où on passe à un groupe supérieur, on est capable de gérer des individus beaucoup plus. On devient un petit peu en fait, c'est l'armée aussi, hein, on a un numéro, on est interchangeable, c'est facile, mais ça a quand même des avantages. Donc on invoque la notion de bien et de mal, là ça tombe bien parce que vu eux, là, machin, quand on leur dit mais ce que tu fais c'est mal, tu vas être jugé et tu finiras en enfer, ça fait peur. Donc petit à petit on vient là. Les enfants c'est un peu à partir de 5-6 ans au niveau psychogénèse. Et 5-6 ans c'est l'époque des cow-boys et des indiens. Non, c'était avant ça. 5-6 ans, c'est l'époque où on a besoin des copains et tout ça. On commence à mettre des rituels, des gestuels stéréotypés, donc dans les religions. On fait tous un peu les mêmes choses. Une vision rassurante, commune. L'importance du sacrifice. Parce que quand vous êtes dans des grandes cités où il y a 20 000 habitants, non plus, vous dites d'une religion, christianisme, pourquoi pas, mais qui me prouve, tu dis que tu es chrétien, moi aussi, mais qui me prouve qu'en fait, tu n'es pas en train de me mentir. Donc arrive cette notion de sacrifice. Cette notion de sacrifice, si vous êtes capable de tuer une poule ou je ne sais pas quoi, ou il y a eu des trucs de ouf, hein, attention, hein, je ne dis pas qu'il faut en arriver là, mais de pouvoir prouver à certaines époques, certaines personnes ont égorgé leurs enfants pour prouver qu'ils étaient bien dans le truc, quoi. Cette notion de sacrifice permet de dire, lui, il a fait tel sacrifice, donc forcément, ça peut pas être un ennemi. Donc c'est assez... Ça permet quand même d'avoir un sens social et moral. Et les justes seront récompensés. Donc c'est actuellement 35% de la population, 30% du pouvoir,
On fait comme ça, Cartel est la loi de l'univers, ok. C'est au niveau du cortex singulaire, du coup, avec ces religions monothéistes, religion, ça vient du latin religere, qui veut dire relier. De créer des rituels, des gestuels stéréotypés, donc on fait intervenir un peu les neurones miroirs, ça permet d'avoir une vision commune du monde et c'est rassurant. Donc vous comprenez que le cortex singulaire, là, dans ces zones-là, quand on est seul, il n'est pas rassuré. Quand on est là à plusieurs, ça le rassure, ça lui fait du bien. Donc quand ça lui fait du bien, on a moins besoin du striatum pour compenser en dopamine. Donc là, on compense quand même, hein, ça n'empêche pas. Mais voilà, les pulsions sont plus faciles à assumer, on est dans les groupes sociaux importants. Donc là, on a un sens social et moral, c'est même inscrit noir sur blanc hein, dans la Bible, les religions et machin. C'est inscrit noir sur blanc. Donc ça rassure tout le monde. Donc ça permet, on en est arrivé. Ensuite, eh ben, on est déjà au bout là, mais il y a encore pas mal de choses à dire. Donc on arrive, le bleu, c'est quoi le bleu? Le ciel, hein, voilà, le ciel, les dieux. On arrive au stade orange. Alors le stade orange, là on était, je vous disais, c'est acquérir une identité personnelle et ensuite sociale. Là, le stade orange, c'est assurer la satisfaction matérielle et émotionnelle. Donc on change encore de stade. C'est ce qu'on appelle le stade rationnel et matérialiste. Donc c'est un stade qui a commencé il y a 600 ans à peu près. On va dire à la Renaissance, et qui s'est développé beaucoup après le siècle des Lumières et la Révolution industrielle. C'est à l'heure actuelle 30% de la population, 45% du pouvoir. Stade matérialiste, on est en plein dedans, il existe encore. Hein. Celui-là existe encore, celui-là existe encore, celui-là existe encore. Celui-là, à part les Germains, il n'y a pas grand monde, mais il existe un petit peu. Les autres, c'est des stades qui existent. Hein. Quand vous êtes au niveau individualiste, quand vous êtes en colère contre quelqu'un, vous retombez à ce stade. Hein. Donc, en fonction de comment vous voyez les choses, vous êtes à un stade différent. Donc pourquoi orange? Ben, c'est la couleur de la fonte, c'est le stade industriel en fait. Hein. C'est la couleur de la fonte quand elle sort du four. On revient à un stade individualiste. On veut exprimer le soi, mais d'une manière calculée. C'est-à-dire que là, c'est plus par la force, là, c'est plus par la stratégie. On va dire, on est capable de marcher sur la tronche de l'autre, mais on veut le faire finement. Pas que ça se voit. Il y a un peu plus de subtilité. Donc, on va rechercher les plaisirs matériels, la satisfaction des désirs le plus vite possible, le droit de l'individu dans un monde rempli d'opportunités. Voilà, c'est la révolution industrielle. C'est des sociétés occidentales, hein. Essentiellement, nous, depuis les 30 glorieuses, on va dire. C'est le libéralisme, le capitalisme. Hein. Donc, confort, plaisir matériel, c'est ce qu'on souhaite avoir depuis chez nous en France depuis les années 60. Au niveau de la psychogénèse, c'est très variable. Je ne vous ai pas dit avant, je ne sais plus. Là, c'est très variable. Ça peut, chez certaines personnes, peuvent rester au stade bleu. Pas forcément. Alors, par exemple, prenons un exemple les Américains sont beaucoup dans le bleu. Les États-Unis. Non, mais c'est pas une critique, hein, c'est juste un constat. Ils sont beaucoup là-dedans. Nous, les sociétés occidentales hors États-Unis, on est plus là. Donc, au niveau de la psychogénèse, donc l'évolution au niveau de l'individu, chez certains individus, ça n'arrive jamais. Dans nos sociétés occidentales, c'est plutôt la crise de l'adolescence. Ou pas. Ou les jeunes adultes. Au niveau de l'alimentation, on passe d'une ère agraire. Là, on m'avait dit, à partir de là, on est dans l'agriculture classique, on commence à faire de l'agriculture classique.
il y a une notion qui est intéressante dans cette agriculture classique. On s'aperçoit comment l'époque du système de glaciation a touché à leur fin il y a moins de 1000 ans. On commence donc à avoir un petit peu plus de fertilité et surtout on comprend comment créer cette fertilité, notamment par les plantes fabacées, l'azote, et les animaux. Donc c'est là où on se met à domestiquer beaucoup d'animaux parce qu'on sait qu'ils vont pouvoir nous azoter les terrains, nous amener pas mal d'engrais. Donc on peut sédentariser, c'est le début de la notion de propriété. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Et ben c'est aussi, alors là c'est un peu une hypothèse, ils ne sont pas tous d'accord. C'est peut-être l'hypothèse de, je suis revenu en arrière, je vais le dire, je pense que c'est important. À moins de 10 000 ans, c'est un peu l'hypothèse où en fait avant on était plutôt dans du matriarcat et à partir de là on est passé dans du patriarcat. Pourquoi d'après vous? Ben, tout simplement, enfin, je dis ils n'en sont pas complètement sûrs du changement, mais tout simplement parce que avant la domestication des animaux, ben, l'homme il n'avait pas compris le rôle qu'il jouait dans la procréation et le fait d'avoir des enfants. Et à force de voir des animaux qu'il a élevés et de voir ce qui se passait après un certain temps quand les animaux se montaient les uns sur les autres, il a un moment percuté, il s'est dit mais peut-être que c'est moi qui, du coup, la femme qui était sur son piédestal, on l'a fait basculer. Et depuis cette époque-là, je vous dis, tous les scientifiques ne sont pas forcément, les anthropologues ne sont pas forcément d'accord sur la date, mais en gros c'est ça. Et ils supposent que c'est peut-être depuis cette époque-là qu'on a déboulonné le pouvoir de la femme, parce que dans les trucs animistes, tout ça, les chamans aussi étaient souvent des femmes. Hein. Donc on a un peu déboulonné le pouvoir que les femmes avaient et on les a mis un petit peu sur le côté, et malheureusement on est encore là-dedans. On est encore beaucoup dans le patriarcat et c'est pas forcément ce qui fait le mieux. Donc, au niveau de la nourriture de l'ère agraire, là, on remet aux oubliettes la façon de l'agriculture de l'époque, qui est jugée comme compliquée, difficile, avec les énergies qu'on a maintenant. On peut mécaniser tout ça, c'est l'ère industrielle. Donc, on veut complètement oublier tout ça. En même temps, on n'a pas trop le choix parce qu'il y a une population qui devient énorme. Donc le fait de cette industrialisation, on ne peut pas forcément le reprocher aux anciens. Ça a peut-être été... Bon, il y aurait peut-être eu aussi moins de démographie, on ne sait pas trop. Mais je veux dire, quelque part, le système industriel, avec les énergies abondantes et faciles d'accès, ont permis ce développement démographique. Il n'y aurait certainement pas eu une démographie aussi importante si on n'avait pas eu ces énergies et la révolution industrielle. Donc au niveau du cortex singulaire, là, dans la phase orange, on est à nouveau dans une époque individualiste. Donc chacun détient les pouvoirs de sa propre survie sans avoir recours au groupe. En fait, le sens qu'on avait avant devient inutile. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de sens. Le besoin de sens reste, mais dans cette époque matérialiste, ça devient un peu inutile. Donc on est obligé de compenser au niveau du striatum pour avoir de la dopamine à fond. Donc c'est typiquement ce qui se passe à l'heure actuelle, quoi. Nos simples pulsions deviennent des micro-certitudes. De plus en plus dans un monde connecté, on a besoin d'un statut social important, donc on veut de la compétition, de l'argent qui va nous donner du contrôle, qui va nous donner du pouvoir, qui va nous donner une meilleure estime de soi. On est dans la nourriture, on mange plus qu'on a besoin, enfin quand on peut, ça dépend du pays, hein, pour combler peut-être ce vide de sens. Au niveau du sexe, vous avez compris que le porno il a explosé depuis des années. Voilà. L'effort minimal, on va vers le transhumanisme et l'IA quand même, hein, donc on est à fond là-dedans. L'information, regardez, le besoin d'information, c'est la pulsion qui donne de la dopamine. Internet et tout ça, on est à fond tout le temps, on a besoin d'infos, et on est tous addicts à ça. Hein. Il n'y en a pas un qui échappe là, hein, même si on est un peu en dehors de tout ça, malheureusement, c'est très addictif, et tout ça malheureusement s'accélère
On a de plus en plus de manque de temps, le cerveau devient complètement saturé et burn-out. Donc des burn-out, moi, sincèrement, il y a 20 ans, j'avais même jamais entendu le terme. Depuis 20 ans, tout le monde a plus ou moins, enfin pas tout le monde, mais le nombre de gens qui ont fait des burn-out, je suis sûr qu'il y en a dans la pièce. Donc, en réaction à ça, on change de stade. Donc orange, 600 ans. Là, on change de stade, le stade vert. Pourquoi la couleur? Pardon? L'espérance. Ouais, c'est aussi le stade pluraliste vert, l'écologie, c'est le stade des associations. Il est apparu il y a à peu près 100 ans. Donc c'est le stade communautaire, empathique, d'harmonie. On souhaiterait que le monde soit une propriété commune de l'humanité, acteurs multiples, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, c'est pas grave. On est beaucoup au consensus, pas consentement, consensus. On souhaite une appartenance, une vie intérieure, de la générosité, l'attention aux autres. Au niveau du stade humain, soit ça n'arrive jamais, soit c'est des adultes plutôt en crise de milieu de vie. Ça m'est arrivé un peu comme ça. On va dire, je suis passé par là très vite parce que ça ne m'a pas forcément convenu. Les décisions ne sont pas du haut vers le bas, c'est plutôt du bas vers le haut. C'est un renouveau du sens social et c'est le début du sens écologique. Donc on retrouve du sens. Tout le monde a raison. Donc c'est à l'heure actuelle 10% de la population, 12% du pouvoir. Ça va, tout le monde est bien, on est toutes de belles personnes, une tisane, un petit massage en particulier, bienveillance, une petite méditation. Ça fait un peu sourire, mais le problème du stade communautaire empathique, donc vert un peu c'est l'écologie, hein, c'est voilà. Ça se développe jour de jour, ça s'est créé en limite aux réactions des stades précédents, hein, bien sûr. Les gens, après un burn-out, en général, ils passent par là. Mais ils ne s'arrêtent pas forcément là. Il y a encore des stades. Donc là, on revient sur le collectif. Hein. Individu, collectif, individu, collectif, individu, collectif. Donc ça a un avantage. On va corriger la superficialité du stade d'avant orange. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc l'idée c'est d'obtenir plus d'harmonie pour soi et les autres. Le monde et les ressources sont les communs de l'humanité, on se libère un petit peu des dogmes et de l'exploitation, on va explorer notre vie intérieure. Tout ça apparaît pas toujours, je le disais, hein, c'est plutôt... Et au niveau des cortex, donc cortex singulaire, ben, du coup on revient souvent au stade associatif où on est à moins de 150, donc ça fait du bien quoi. Il n'y a plus d'ennemis, on est tous potes. Donc il y a un renouveau du sens social. Là, on redonne du sens, pour le coup. Donc tous ces trucs-là, on redonne du sens, sens, perte de sens, perte de sens, perte de sens. Enfin, pas de sens, perte de sens, perte de sens. Et au niveau du striatum, la dopamine, on est toujours, parce qu'on est quand même tous dans le stade matérialiste aussi plus ou moins, donc quand on se retrouve en groupe comme ça, machin, c'est un peu plus facile, on est un petit peu moins addict, mais on reste quand même pas mal addict à toutes ces conneries d'Internet et tout ça, on voit le premier, attention. Donc les pulsions addictives existent encore. Donc en fait, on est en gros, ça ne fait pas vraiment une forme de spirale, mais on va dire qu'on a fait un tour de la spirale. Et en fait, on va attaquer le nouveau tour de spirale dont le but d'avant, c'était, les deux stades, là, c'était assurer la satisfaction des besoins matériels et émotionnels. Donc matériel et émotionnel. Et là, maintenant, c'est reconstruire l'humain et le monde. On est un peu prétentieux quand même. On essaye. Ça nous rassure. C'est même la permaculture, attention, hein, c'est quand même quelque chose qui est fait pour se rassurer. Hein, ça fait du bien. C'est pas pour ça que ça ne continue pas de s'écrouler. On fait ce qu'on peut. Donc ça, c'est apparu justement à l'époque de Clare Graves, quand il a étudié à
à New York, à l'université de New York, il s'est aperçu qu'il y avait très très peu de gens à l'époque, lui c'était il y a plus de 50 ans déjà, donc il y avait très très peu de gens qui étaient arrivés à ce stade. Mais il y avait déjà, on revient dans de l'individu là. On est au stade évolutionnaire jaune. Pourquoi jaune? Alors en fait, pourquoi on a fait la première boucle? C'est-à-dire que dans son étude, il pense qu'en fait on va revenir au stade précédent, mais en ayant compris, en ayant une compréhension un peu différente. Donc jaune, c'est pour rappeler le beige. Donc on se retrouve un peu seul, mais on a une vision systémique intégrative du monde. Enfin, là, on est dans la systémie. On passe du consensus au consentement. Il y a quand même une évolution, c'est un peu plus facile à gérer les groupes. Et on est convaincu qu'il y a des dynamiques complexes qu'on ne maîtrise pas et qu'il va falloir faire avec. Au niveau du soi, on fait face à l'adversité avec grâce. On essaye d'avoir une sagesse spirituelle, c'est-à-dire qu'on va remettre un peu de ritualisation dans les choses. On remet un peu de spiritualité, mais en faisant attention à ne pas tomber dans tous les travers de ce que ça peut nous emmener. Et on va faire le choix des principes du vivant et du réajustement permanent. Et on est dans le sens écologique et la sacralisation de la Terre. Donc agir en conscience selon la situation. C'est 4% de la population actuelle et environ 1% du pouvoir. Pour l'instant, ces gens-là n'ont pas trop de pouvoir. Moi, j'ai l'impression que je suis un peu là-dedans. Donc je suis seul, très seul. C'est pas facile. Je fais de la formation et malgré tout, il faut faire passer des infos. Et en fait, dans la compréhension des stades d'évolution, Claire Graves pense qu'on ne peut pas passer de ce stade-là à ce stade-là directement. On est obligé d'évoluer d'un stade à l'autre. On est obligé de faire le chemin. Mais on peut, je vous dis, quand je suis en colère, je reviens là aussi. Mais en fait, on est obligé de faire le passage de là à là. Et comme j'ai compris ça, moi qui étais pilote, quand j'ai fait ma formation dans l'armée de l'air, et j'ai un copain que je suis retombé sur lui il y a quelques mois, je suis parti de l'armée en 85, donc quand même pas mal de temps. Et je suis retombé sur lui sur Internet, et lui, il a été à la retraite de l'armée il y a 4-5 ans. Et sur Facebook, on commence à communiquer. Et lui, l'armée, c'est typiquement là. Et à un moment, je lui ai expliqué ce que je faisais, et à un moment, il y a eu une incompréhension totale. C'est-à-dire qu'en fait, il est très difficile, quand vous êtes à un stade là ou là, peu importe. Bon, moi, je suis aussi souvent à ce stade-là et à ce stade-là, hein, attention, hein, on navigue entre tout ça. Il est très difficile d'avoir une communication avec des gens qui sont trop éloignés, on dirait de plus de 2 stades. Si dans votre stade principal, vous êtes là, il est fort probable qu'on ne s'entende pas très bien ou pas longtemps. Donc à un moment, on n'était pas d'accord sur un truc, moi j'ai dit, bon écoute, c'est pas grave, on a le droit de ne pas être d'accord. Voilà, ça s'est arrêté là, on a pu discuter, mais c'est compliqué quoi. Je veux dire, il y a des gens, ils sont... Alors attention, moi aussi, hein. Je ne jette pas que la pierre à lui, mais je veux dire, c'est compliqué. Et voilà. Donc tout ça pour dire que... Et du coup, ce stade intégratif systémique jaune, j'ai déjà tout dit, ça redonne un sens écologique et une sacralisation de la Terre. Et là, du coup, on se demande si justement, on ne veut pas retomber dans les religions, mais est-ce que la Terre, il ne faudrait pas la mettre quand même sur un piédestal, quoi, parce qu'on est... Donc l'idée, c'est de sacraliser la Terre, parce qu'on ne va pas y avoir le choix. Et du coup est apparu un nouveau stade, qui est apparu il y a une trentaine d'années, le stade opale ou turquoise, ici, qui est là, et qui va permettre d'entraîner la suite. C'est ce qu'on appelle le stade holistique. C'est pour ça que je vous ai parlé de holisme, holarchie, holistique, qui date d'à peu près il y a 30 ans.
Et ce stade, il est très très bien expliqué dans un bouquin qui s'appelle Inventing Organization, qui est paru en 2016 à peu près. Et je suis tombé là-dessus, moi qui m'intéressais à la permaculture humaine, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, mais waouh, c'est ça la solution. Comment on fait pour se rejoindre? Comment on fait pour se relier? Et franchement, eh ben, on va en parler. Donc, l'holarchie et les niveaux d'existence, c'est un peu tous ces niveaux d'existence qu'on a vu là. Chaque niveau transcende et inclut le précédent. C'est-à-dire qu'on est dans tous les stades, il n'y a pas de souci. Mais ça a évolué parce que le groupe social est devenu plus grand, ou c'est les circonstances de la vie de l'époque qui ont fait que les civilisations ont changé. Et en fait, tout ça, je l'ai tiré de 2 bouquins jusque-là. Après, il y a un 3e bouquin, mais tout ça, je l'ai tiré de 2 bouquins qui sont très intéressants. Donc, La spirale dynamique et Où est le sens, dont je vous en parlais, Sébastien Bollard, qui a écrit 3 bouquins, Le bug humain, Où est le sens et Human Psycho. Mais celui-là, pour moi, c'était celui qui m'a le plus inspiré pour faire cette conférence, parce que j'ai trouvé intéressant d'y mettre le côté neurosciences, de voir comment le cerveau avait évolué en même temps que ça. Donc les 2 choses se sont retrouvées. Et maintenant, on va parler justement de comment on fait pour se relier et aller vers la résilience du territoire. Donc ça, on a tout besoin, vous avez compris. Ça, il y aura un terreau. Alors, ça va, parce que c'est mieux. Alors, je change de t-shirt. Ah, c'est bonne chose. On sort un peu de la permaculture. Donc, on va évoluer dans le stade opale. Turquoise. Voilà. Donc, on a la main sur le cœur. En 2016, Frédéric Laloux sort ce bouquin, Inventing Organization. Et là, franchement, cette nouvelle pour moi, c'est un peu ma Bible du futur de l'humanité, je pense qu'on y vient. Frédéric Laloux, c'est quoi? Il fait une thèse ou un doctorat, je ne sais pas. Sur l'étude sur la planète, il a été chercher des organisations, qu'elles soient lucratives ou non, donc il y a des associations aussi, et il s'est dit, pour que mon étude soit valable, j'ai envie de trouver des organisations qui soient existantes depuis un certain temps, donc au moins 10 ans, je crois, je ne me rappelle plus les critères exacts, mais c'était au moins 10 ans, qui aient au moins 500 personnes dans l'organisation, qui soient sur tous les continents, et également qui ait des activités complètement différentes. Et il en a sélectionné une 40aine, mais à la fin de la sélection, il en restait plus que 12. Et ce qu'il y a d'étonnant dans ce cheminement, c'est que sur ces sociétés et ces associations, il y a eu plein de critères communs, c'est-à-dire de façon de faire les choses de la même manière, sans que ces organisations se soient concertées au préalable. Donc c'est assez troublant parce qu'en fait, c'est typiquement de l'holarchie. Il n'y a pas vraiment de structure hiérarchique autour de ça, et ça marche. Et pour vous dire à quel point, je vais vous donner quelques exemples. Donc, pour la première partie, l'autogouvernance, donc ce sont des structures où il y a un faible besoin de contrôle, des équipes autonomes, le soutien de coach et du siège, et des relations entre pairs sans besoin de hiérarchie. En général, ce qui se passe dans toutes ces structures qu'il a étudiées, c'est qu'il y a des petits groupes qui ont cette autonomie de 8 à 12 personnes maximum. Dès qu'il y a plus de 12 personnes, ils scindent le groupe en deux, ils font 2 groupes de 6, et en général, ça se scinde soit par activité, soit par localisation où ils se trouvent, et ça fonctionne très bien comme ça. À titre d'exemple,
en Hollande, une structure qui s'appelle Birdzooi. Birdzooi, quand ils ont créé Birdzooi, c'est une association hollandaise qui a en fait, je regarde là. Une association hollandaise qui s'est créée en 2006, qui fait du soin à domicile, donc des infirmiers et infirmières à domicile. C'est 4 personnes qui se retrouvent en 2006, qui sont d'anciens infirmiers dans la méthode ici, productiviste. Tant de minutes pour faire un bas de contention, tant de minutes pour faire une piqûre, tant de temps et tant de minutes pour aller d'un client, c'est pas un patient, d'un client à l'autre. Moralité, la sécurité sociale hollandaise perd de l'argent, les clients ne sont pas contents, parce qu'en plus, c'est jamais le même infirmier qui vient, c'est en fonction de qui est sur place, machin, voilà. La sécu ne marche pas, les gens sont en moins bonne santé et les infirmiers perdent ce pourquoi ils sont venus là. Ils ont fait de l'infirmerie, c'est que quelque part il y avait ce besoin de prendre soin des gens. Donc ils décident avec 3 autres personnes de créer une autre structure qu'ils ont appelée Birdzooi. Ils étaient 4 en 2006, ils sont 10 000 à l'heure actuelle, ils ont créé plus de 900 groupes. Tous les groupes sont autonomes. Ils occupent à peu près 75% du marché de l'infirmerie à domicile de Hollande à l'heure actuelle. La sécurité sociale gagne de l'argent. Et eux, ils ont fait complètement l'inverse. Donc tous les groupes sont autonomes, ils peuvent prendre leurs décisions qu'ils veulent. On va en parler après. Donc l'autonomie, c'est quoi en fait quelque part? Les groupes passent le temps qu'ils veulent avec leurs patients, ils vont discuter avec eux, vont prendre le café, ils vont dire mais là où vous avez mal, ils vont aller rencontrer les voisins, prévenez-nous quand ça ne va pas, ils vont essayer de faire en sorte que les familles se rapprochent des gens, tout ça. Et ça fonctionne. Et pour vous dire, sur 10 000 personnes, en général, quand vous prenez une organisation orange, pour gérer 10 000 personnes, vous avez un siège social où il y a 1000 personnes. 10%. Là, sur 10 000 personnes, le siège social sont 36. En fait, chaque groupe se débrouille tout seul. Ils vont jusqu'à faire leur bilan comptable et ils transmettent au siège social, parce qu'il faut bien qu'ils récoltent tout ça. Mais chaque groupe se démerde. Et ils peuvent prendre des décisions qu'ils veulent. Alors la prise de décision, comment ça marche? Donc ça, tous les groupes, les organisations qui l'ont étudié dans le monde, ont pratiquement tous mis ce genre de principe en évidence. Quoi. Ils font à peu près tout ça. La prise de décision, ce qu'on appelle la sollicitation d'avis. Donc ça, c'est l'exemple d'une... Donc ce qu'il y a de bien, c'est le bouquin, en plus, il a été intelligent, c'est qu'ils ont sorti ce bouquin, il est en français, c'est un belge. Il a écrit en anglais aussi. Il fait 400 pages, il est un peu chiant à lire, moi je l'ai acheté, j'ai mis 2 mois à le lire. Ils ont sorti une version illustrée, donc c'est là où j'ai sorti tous les dessins, qui est, vous le lisez en 2 heures et vous avez compris les bases. Après, si vous voulez mettre ça en pratique, vous achetez le gros quand même, mais au moins ça vous permet de vous donner une notion du truc. La sollicitation d'avis, en fait, qui sont en résonance avec vos convictions intérieures. Ça, c'est une autre entreprise, ça c'est une entreprise une société donc, qui fait de l'argent, qui s'appelle Favi, qui est dans le nord de la France, ils sont 500 personnes. En fait, la sollicitation d'avis, il y a 2 principes qu'il faut mettre en place. Vous avez 2 contraintes. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez prendre toutes les décisions que vous voulez. Il n'y a que 2 contraintes. Vous êtes obligé de demander l'avis des experts qui sont dans la boîte ou qui ont une expertise par rapport à votre décision. Et vous êtes obligé de solliciter l'avis des personnes qui sont concernées par votre décision. En fait, c'est ce qu'on fait partout dans nos vies classiques. Hein. Quand on vit en groupe, on fait tout ça. Hein. On ne fait pas une réunion où on vote au consensus ou en consentement. Donc, je vous dis, c'est de l'olarchie, c'est très naturel. Et en fait, un ouvrier qui travaille sur une machine-outil qui peut valoir 5 millions d'euros, si à un moment ça lui pète de dire moi j'en ai marre de travailler sur cet outil, elle ne marche pas,
il va pouvoir prendre la décision d'en changer, à condition de solliciter l'avis des deux types de personnes. Les experts, donc ça peut être des ingénieurs, ça peut être de la comptabilité, ça peut être tout ça pour savoir s'il y a le budget, voilà. Et puis ses collègues qui bossent sur la même machine-outil. Mais par contre, à la fin, c'est quand même lui qui prend la décision. Les autres ne sont là qu'en tant que conseil. Donc c'est assez révolutionnaire parce que ça vous remet de la responsabilité. C'est-à-dire que quelque part, si vous faites n'importe quoi, indirectement, petit à petit, vous allez vous discréditer du groupe et ça vous redonne cette responsabilité, ça a une grande importance. Et ça fonctionne. C'est ça qui est étonnant, c'est que ça fonctionne. Donc en fait, l'autogouvernance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de hiérarchie. Ça veut dire qu'il y a une multiplicité de hiérarchies naturelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir des expertises dans plein de domaines, bah forcément dans ce genre de domaine, ils auront plus de pouvoir, si je puis dire, on va plus les écouter parce qu'ils ont cette expérience. Donc les hiérarchies naturelles vont être beaucoup plus... il y aura une multiplicité de hiérarchies naturelles. Donc là, on voit le système orange, là, qui eux sont pyramidaux. Là, c'est le système vert, un peu associatif, où on fait la ronde, on fait un consentement, machin, et c'est compliqué, parce que souvent, quand il y a un problème dans une association, tout ça, très vite, il y a une hiérarchie pyramidale qui se met au pouvoir, il y en a un qui dit, ouais, non, mais bon, là, c'est bon, on arrête la connerie, il faut prendre des décisions graves, vous faites le chier, voilà. Là, c'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'on est dans une hiérarchie beaucoup plus naturelle, comme ce que fait la nature. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'a parlé, parce que faisant de la permaculture, je me suis dit, waouh, il y a un truc important. Alors, est-ce que c'est possible? Donc, ça, c'est les oranges qui se posent la question. Vous devez adorer les réunions? En fait, non. En fait, il se trouve que ces groupes-là, du fait de leur propre autonomie, comme c'est des petits groupes de 8-10 personnes, ils prennent leurs décisions en toute autonomie. Donc, s'ils font une réunion par semaine pour discuter de la semaine précédente, à tout casser, c'est ce qu'ils font. Le siège social, je vous dis, eux, ils vont juste peut-être amener, s'il y a une demande, il peut y avoir un de groupes sociaux là, qui peut avoir besoin d'un soutien de coach et du siège, mais c'est pas parce qu'ils demandent un soutien qu'ils vont être obligés de faire comme les gens les coachs leur disent. C'est-à-dire les coachs sont là pour leur donner des idées, les soutenir, mais c'est pas eux qui vont prendre des décisions. Ça restera le groupe de 8 à 10 personnes. Ce sont en gros des facilitateurs. Donc, est-ce qu'il y a des... Vous avez adoré les réunions? Ben, le Herzog, par exemple, ils sont 10 000. Lui, il a un agenda. Quand les gens sont allés l'interviewer, il a un agenda, il a 3 rendez-vous par semaine. Et lui, pareil, il fait la sollicitation d'avis quand il doit prendre une décision pour toute la boîte. Et une fois, il ne l'a pas fait, il s'est fait démonter par les employés. Il s'est dit, mais attendez, il faut faire ça, vous ne le faites pas. En fait, quand il y a une grosse décision qui concerne toute la structure, ils ont un blog sur la structure et ils sollicitent l'avis de tout le monde. Après, vous répondez pas, hein. Mais il sollicite l'avis, il va prendre sa décision en fonction de cette sollicitation. C'est l'anarchie, évidemment? Ben non, parce qu'en fait, il y a des hiérarchies naturelles qui se mettent en place, ça fonctionne très simplement et ça marche. Et c'est expérimental? Ben non plus, parce qu'en fait, il y a des boîtes là-dedans qui ont plus de 40 ans. Il y en a une qui a plus de 40 ans, qui a plus de 40 000 employés. Donc ça fonctionne, c'est pas expérimental. Alors ça, c'est les rangs. Autre principe, alors là j'ai fait un raccourci de tous ces principes. Hein. Autre principe qui vient suivre tout ça, c'est la plénitude. Les autres, le vivant, on participe dans l'expression la plus authentique de soi-même. Donc ça c'est j'ai lu un peu, je crois que l'idée de l'autogouvernance, du coup, avant d'en arriver là, c'est de se dire, mais alors pourquoi on ne ferait pas ça au niveau d'un autre territoire, quoi?
Donc c'est pour ça que je vous parlais un petit peu de toutes les pétales là, parce qu'il peut très bien y avoir un cercle principal qui soit un petit peu des facilitateurs, des coachs, tout ça, qui soit autonome, et puis un groupe alimentation, un groupe de ce que vous voulez, dans tout ce qu'on a défini là. Mais surtout, faites-le en petits groupes. Faites pas des groupes de 150 personnes, 20-30 personnes, vous n'arriverez jamais à prendre une décision. Et s'il y a beaucoup de gens qui veulent s'intéresser à l'alimentaire, bah, scindez les groupes territorialement, trouver une astuce, mais scindez. Il ne faut pas que les groupes fassent plus de 10-12, vous allez passer votre temps en réunion. Donc les cercles suivants, hein, les groupes, donc un groupe un peu coach qui n'est pas le cœur, hein, attention, hein, il n'y a pas plus de hiérarchie les uns après les autres, hein, c'est ce que je dis, ils sont des coachs et des facilitateurs, ils ne sont pas là pour prendre des décisions. Et après des groupes en fonction des thématiques qui soient complètement indépendants. L'idée sur un territoire, c'est aussi, et ça c'est dans le design, on fait ça. Il y a une méthode qui s'appelle Obrodil, c'est observation, c'est la première chose qu'on fait. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis un bon observateur, je pense. C'est un peu mon métier. Brodim, c'est une traduction en anglais, donc c'est boundaries en anglais, c'est un peu les limites et contraintes du système que vous étudiez. Donc on fait un inventaire des ressources et des limites et des contraintes. Donc ça, c'est avant de prendre n'importe quelle décision, on va faire cet inventaire-là. Donc, si vous créez des différents groupes, à un moment, il faut faire l'inventaire des ressources du territoire. Qu'est-ce qui existe déjà? Parce qu'il y a déjà plein de trucs qui existent. Donc, c'est pas la peine de refaire la même chose s'il y a déjà des groupes qui font la même chose que vous, quoi. Donc, c'est aller déjà rencontrer, faire une sorte d'inventaire des compétences, des finances, de tout ce que vous pouvez faire comme inventaire sur un territoire. C'est la première chose à faire avant de tenter de créer des sous-groupes, des machins. Alors après, vous pouvez le faire par sous-groupe, l'inventaire, c'est pas forcément, et puis d'une manière fractale. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui va se taper toute la commune, aller voir tout le monde, tout les portes et tout ça. Ça peut être fait d'une manière fractale et intelligente, ou du coup, ça peut être des groupes de 2-3 personnes qui vont faire un îlot pâté maison, et puis on prend les données, on fait les ressources de tout ça. Donc une fois qu'on a fait cet inventaire, on va évaluer au Brodim, c'est les boundaries, donc les contraintes, ressources, donc qui va plutôt dans le positif. Le E, c'est évaluation. On va évaluer si c'est intéressant de créer des choses ou pas. Et le D, c'est design. Donc design, si c'est intéressant, on le fait. Si on fait l'analyse, tout ça, ça vaut pas le coup, on le fait pas. Mais du coup, l'évaluation, je ne sais plus ce que je voulais dire. Pas mon lien. Oui, en fait, c'est simple. Prenons au niveau de la résilience d'un territoire, il y a l'alimentation qui est quand même importante. Donc pour rendre un territoire alimentairement résilient, il va falloir donc faire cet inventaire et se dire, bah tiens, il y a tant d'agriculteurs, tant de surface de terrain, est-ce qu'on peut faire un truc? Donc en général, oui, je vais vous donner un seul exemple. Aux États-Unis, il y a une ferme qui s'appelle Polyfaces, ils cultivent 200 hectares, ils sont 40 employés. Ils font de la permaculture, tout ce qui va bien dans le bon sens. 40 employés sur 200 hectares, ils fournissent 5000 familles par semaine. En tout, polyculture élevage, ils font de la viande, des œufs, du maraîchage, du bois, des volailles, des cochons, du tout. Et à 40 personnes, ils fournissent 5000 familles toutes les semaines. Donc quand nous, par exemple, j'habite Beauf, on a 3000 hectares dans la commune, 800 hectares de terres agricoles, on n'arrive pas à fournir 650 personnes. 5000 personnes ou 5000 familles? 5000 familles par semaine sur 200 hectares. 200 hectares. Donc oui, c'est faisable. Il n'y a pas de souci. On peut le faire. Après, faire des bagnoles, faire autre chose, c'est autre chose. Mais déjà, au niveau alimentaire, on peut le faire. Donc ça, il faut en avoir conscience. Oui, c'est faisable. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question Bon, bref, c'est faisable. Donc après, on va faire design. Et là, le design, c'est de se dire qui fait quoi, qui s'occupe de l'alimentaire, qui s'occupe de l'eau, qui s'occupe du foncier, qui s'occupe du bien-être, qui s'occupe de
voilà. Donc on se regroupe dans des petites structures comme ça, des petits groupes, et on décide tout seul, il n'y a pas besoin de décider pour les autres. Mais c'est quand même bien qu'il y ait une entité centrale qui va récupérer les données de l'inventaire, qui va peut-être mettre à disposition une bibliothèque de livres de permaculture ou d'autres choses, peu importe, mais qui a un groupe central de coachs, de facilitateurs et ce genre de choses. Donc après, on va vers la plénitude des autres vivants. Ça, c'est un truc vachement important aussi. Dans ces sociétés et ces organisations qu'il a étudiées, il y avait beaucoup cette prise en compte de la plénitude des autres êtres vivants. Donc ils ont tendance à créer des espaces qui sont très protecteurs, donc on va déposer les flingues et tout ça quand on arrive, et en fait il y a de l'empathie, il y a de l'écoute, il y a tout ça, et on a un environnement où il y a des personnes qui sont là aussi pour faciliter tout ça, pour qu'il y ait une compréhension plus rapide de tout ça. Donc on crée des espaces protecteurs. La puissance des récits, ça c'est vachement important. La puissance des récits, voilà, ce matin il y a eu une conférence, on en parlait aussi, hier aussi. En fait, on a besoin d'avoir un sens. L'idée c'est de retrouver du sens. Donc ce qui donne du sens, on a toujours été bercé par les histoires autour du feu quand on en était là. Et c'est ce qui nous donne une compréhension du monde. Donc faites des petites rencontres où il y a un expert qui va vous parler pendant une heure, c'est bien, et quand ça dure trop longtemps, au bout de 2 heures, je commence à vous saouler, c'est normal. Mais faites venir des gens on est là pour prendre de la connaissance, prendre de l'info, c'est vachement important. Ça, c'est dans une école, toujours dans les organisations qu'il a étudiées. C'est une école en Allemagne, je ne sais plus le nom, je ne saurais pas le dire d'ailleurs. Ils font ça, c'est un lycée où en fait chaque semaine, les vendredis après-midi, ils se retrouvent tous ensemble, profs et étudiants. C'est des fous. Attends, 5 minutes. 5 minutes. Ils se retrouvent et ils expriment la gratitude. Donc ça peut être des élèves qui me remercier, je veux remercier Anna, mardi j'avais pas le moral, ça m'a aidé que tu me dises, donc avoir une critique constructive et une éloge qui va dans le bon sens. Après, ils ont étudié aussi le principe d'une raison d'être évolutive. C'est-à-dire dans les phases oranges, quand on veut prendre une décision, on met une raison d'être, mais souvent les raisons d'être sont figées. Là en fait, la raison d'être de l'exemple du vélo, c'est que quand vous faites du vélo, vous évoluez en fonction du terrain, tout ça, vous ne pouvez pas, dans ce groupe-là, matérialiste, ils vont tenter de réfléchir à tout ce qui peut arriver. Donc on va faire des études, machin, truc, et puis en fait, le mec se pose la gueule quand même. Donc en fait, il n'y a pas besoin, il faut laisser la nature faire, il faut aller dans le bon sens, et puis écouter son intuition, et puis y aller. La gestion du changement, comment ils font ça? Voilà, profond, le changement se fait de lui-même. Le changement se fait de lui-même, donc on laisse faire. Les choses évoluent, elles changent, c'est normal. Il faut laisser faire, il faut être à l'écoute de ça et aller dans ce sens. Je vais accélérer un peu. Le sens profond d'une... aller dans le sens de l'énergie. Dans le sens de l'énergie, c'est un peu le principe de permaculture. On fait avec la nature plutôt que contre. Donc dans le sens de là où c'est facile, on ne va pas se friter à ne pas choisir la solution la plus difficile. On s'adapte, mais on va dans le sens de plus simple. Et voilà. Nous sommes ceux que nous attendions. Voilà. En gros, c'est fini. C'est un peu bâclé à la fin.